Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. En tant que data scientist, on est amené à modéliser des données de type tabulaire, des données de type temporel. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces données? C'est que ces dernières varient en fonction du temps. Et leur modélisation est un tout petit peu particulière au vu d'une prédiction future. Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'IGBoost pour aller dans la modélisation de ces types de données-là. Alors, dans notre aventure de faire une modélisation sur les time series, les séries temporelles, nous allons utiliser une base de données qui provient de PJM Interconnexion, qui est une entreprise de transmission de l'énergie, alors aux États-Unis. Nous allons nous focaliser ici sur la consommation en mégawatts et surtout la consommation en mégawatts horaire par rapport à l'énergie dans certains États des États-Unis. Alors, pour notre modélisation, on va utiliser Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn pour la manipulation de la donnée et aussi la visualisation. Vu que nous voulons faire notre modélisation utilisant l'IGBoost, nous allons importer naturellement ce dernier. Nous sommes dans un cadre de régression. Donc, cela va de soi de chercher à mesurer par exemple le mean square error par rapport à l'évaluation des pertinences, des performances de notre modèle. Cela étant, regardons notre donnée et regardons à quoi cela ressemble. C'est bon. Alors, c'est parti. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Nous avons une colonne par rapport à la consommation, une colonne par rapport à ce que nous appelons le daytime, et puis une autre colonne par rapport à l'indexage. Alors, pour des cadres de modélisation de séries temporelles, il est mieux de toujours avoir comme indexage, comme colonne d'indexage, la colonne qui a rapport avec la date ou le temps aussi. Voilà, le temps, la date, l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire simplement ici? Nous allons prendre notre donnée et au moyen de la fonction setIndex, donc je fais setIndex, nous allons lui donner tout simplement la variable daytime. Et maintenant que cela fait, bon, regardons à quoi cela ressemble. Parfait. Donc là, comme indexage, c'est datetime que nous avons maintenant. Regardons à quoi cela ressemble en termes de représentation. Parfait. Donc, on peut remarquer que nous avons une représentation effectivement de time series qui suit une tendance linéaire. Et qu'est-ce qu'on peut aussi remarquer? Déjà, par rapport à la représentation, j'ai un petit souci. On remarque que, bon, voilà, la représentation n'est pas super bonne. En regardant un petit peu l'index, à quoi cela ressemble, en effet. Voilà, on peut remarquer que c'est en gros un type objet. Donc, l'index n'est pas encore sur le bon type. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de changer, par exemple, le type de notre daytime pour pouvoir avoir le bon type, le type adéquat qui va mieux marcher. Voilà. Donc, ici, pour ce faire, voilà, on utilise simplement la fonction toDataTime et on prend simplement notre index qu'on lui donne. Donc, voilà à quoi cela ressemble cette fois-ci. Eh bien, voilà. Donc, on a l'indexage qui est très bien pris en considération maintenant. Donc, c'est des données qui proviennent de 2002 jusqu'à 2018. Alors, cela étant, c'est intéressant, on peut remarquer quand même qu'il y a quelques données un petit peu anormales qui se présentent quelque part ici pour nous. Ces données peuvent émaner de l'erreur humaine, ça peut émaner d'une erreur qui provient des instruments qui ont été utilisés pour faire la mesure, et puis plein d'autres choses. Donc, quelle que soit la provenance, on va considérer ces informations comme étant des données aberrantes, les outliers, qu'on va essayer d'enlever et afin de continuer notre modélisation pour que notre algorithme n'apprenne pas ces valeurs qui sont un petit peu spécifiques quand même. Alors, récupérons ces valeurs aberrantes et essayons de voir à quoi cela ressemble d'abord. Donc, traçons pour ce faire l'histogramme
des valeurs énergétiques. Alors, si on remarque un peu ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire les valeurs aberrantes qu'on a vues ici tout à l'heure, c'est des valeurs qui descendent en dessous de 20 000. De 20 000, parce que, bon, voilà. Et si on doit considérer un truc comme ça, c'est simplement ces valeurs qu'il faudra qu'on retire. Si on remarque très bien, on a 20 000 qui est pratiquement la limite. Donc, on peut, au pire, pour ne pas aller jusqu'à 20 000, enfin, on peut descendre jusqu'à 19 000 par exemple, pour retirer en effet ces valeurs-là qui sont considérées à ce niveau. Et pour ce faire, on peut, par exemple, regarder à quoi cela ça ressemble déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend juste les valeurs qui sont en dessous de 19 000, tout simplement, et on fait la représentation. Alors, donc, quelles sont ces valeurs-là qu'on est en train de remarquer? C'est les valeurs qui sont constituées à ce niveau, par exemple, et puis les valeurs qu'on peut retrouver ici. Donc, ce que nous allons faire, maintenant que cela est clair pour nous, c'est de retirer ces éléments-là de notre base pour pouvoir faciliter l'apprentissage sur des données beaucoup plus adéquates. Donc, parfait. Donc là, tout est bon. On peut essayer de refaire notre représentation et se rendre à l'évidence qu'ils ne sont plus là, ces valeurs aberrantes. Allez, je fais ça. Tac, c'est bon. Parfait. Donc là, comme on l'a remarqué, on n'a plus de valeur aberrante dans nos données. On peut maintenant passer à une autre étape un peu spécifique. Comme on a remarqué tout à l'heure par rapport à nos données, notre représentation, nous avons quoi? Nous avons en effet seulement deux colonnes, enfin deux variables en quelque sorte. Il y a la variable par rapport aux données temporelles et puis la variable par rapport à la consommation. Ce que nous allons faire, vu que nous voulons faire une régression, déjà, on ne va pas prendre la donnée datetime tout simplement comme ça et faire la régression avec la donnée par rapport à la consommation. Nous allons retravailler cette donnée datetime. Et pour ce faire, nous allons pouvoir faire des conversions. Et dans cette conversion-là, on va créer de nouvelles variables. On va voir comment cela va se passer. Donc, à partir de notre colonne datetime, de l'index datetime, on peut récupérer par exemple les heures, on peut récupérer les jours de la semaine, on peut récupérer les mois, ainsi de suite. Donc, on peut, pour cet effet, créer des variables en fonction des heures, regarder la variation par rapport aux mois, par rapport aux semaines, ainsi de suite. Donc, regardons rapidement. Donc, on prend notre donnée et puis, suivant index, on va lui demander simplement les hours. Parfait. Donc, il nous dit, voilà, on a les heures, enfin, de 1h du matin jusqu'à 24h qui est 0 heure en effet, bon, tout simplement. Et on peut regarder par exemple Day of Week. Day of Week, voilà, c'est parfait. Alors, qui nous spécifie en effet les jours de la semaine. Donc, cela dit que les premiers éléments que nous avons ici sont mardi. Parce que dans la documentation de trucs là, dans la documentation de Panda, alors c'est important de le savoir, Monday, le lundi c'est 0 et dimanche c'est 6. Donc ce qui veut dire déjà que mardi c'est 1, ainsi de suite. Voilà. Donc si cela est bien, on peut à partir de là maintenant constituer nos données. Parfait. Donc, lorsque je fais ça, par exemple, je remarque la création de nouvelles variables. Et nous avons une variable, par exemple, hour, qu'on a considérée, et une nouvelle variable day of week, donc jour de la semaine. Donc on va créer une fonction qui prend en considération plusieurs de ces variables-là pour notre modélisation. Donc, alors, qu'est-ce que la fonction fait? Donc, on essaie de créer les colonnes par rapport aux heures, les colonnes par rapport aux jours de la semaine, les colonnes par rapport au quarter qui sépare en effet l'année en 4, les colonnes par rapport aux mois, aux années, ainsi de suite. Donc, on a plein d'informations qu'on récupère, qu'on essaie de créer à partir de la donnée datetime, tout simplement. Donc, à quoi ressemble notre base? Cette fois-ci,
Voilà, donc on a une base qui ressemble à ça. Donc de deux colonnes, nous avons plusieurs colonnes maintenant, plusieurs variables pour nous permettre de prédire beaucoup plus efficacement la valeur de la consommation énergétique. Alors cela étant, on peut chercher à regarder la relation qui existe entre la consommation et puis certaines de ces variables-là. Regardons rapidement ce qui en est par rapport à la variable E par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque tout simplement, les heures, c'est de 0h, 24h, jusqu'à 23h. Voilà. Et la consommation, elle est assez basse, entre 0h et puis 9h, 8h, 8h approximativement. Et de 9h à 11h, ça monte un peu. Et bon, voilà, ça monte aussi de l'autre côté et ça se stabilise pratiquement. La montée, elle est beaucoup plus remarquée au niveau de 20h. Cela est un petit peu normal en fonction des besoins de la journée. Dans la matinée, il n'y a pas eu beaucoup de consommation et dans la soirée, enfin, pendant la journée de travail, effectivement, il y en a eu beaucoup, jusqu'à 23h où ça descend encore. Voilà. Donc, à partir de là, on peut déjà tirer des informations par rapport à la consommation énergétique. On peut voir ce qui en est par rapport au mois, par exemple. Donc, je reprends mon code et ici, au lieu que ça soit hour, je prends month, la variable month. Parfait. Donc, on a la représentation par rapport au mois. Le 1er janvier, 1 c'est janvier, 2 c'est février, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? La consommation, les consommations, là où il y a moins de consommation, c'est au niveau du mois de mars, avril, mai, oui, c'est ça, pratiquement jusqu'au 6e mois. Donc, il y a une consommation qui est la moindre de ce côté-là. Une consommation beaucoup plus avérée au niveau de janvier, par exemple, au niveau de août, au niveau de septembre aussi, par exemple. Voilà. Peut-être la rentrée des classes, tout ça, augmente. Donc, voilà. Par rapport à la modélisation, donc, effectivement, nous allons essayer de subdiviser notre dataset en deux, hein, le training set et notre test set. Ici, c'est pas comme on a l'habitude de le faire avec les données tabulaires où voilà, on mélange simplement et puis on fait les retraites. Non, parce que ici, les données suivent une chronologie. Donc, qu'est-ce que nous allons faire de façon très basique? Nous allons, par exemple, considérer toutes les données jusqu'à 2015 comme étant la donnée par rapport au test et de 2015 jusqu'à 2019, enfin, jusqu'à fin 2018 sera constitutif de nos données de test. On prend simplement les index qui sont inférieurs jusqu'à 1er janvier 2015 comme étant tout ce qui est la variable, enfin la donnée de train, et puis tout ce qui est supérieur à cela constituera la donnée de test, tout simplement. Donc on peut aussi faire une petite représentation pour voir à quoi cela ressemble très clairement. Voilà. Pour ce faire, bon, je le fais comme ça, tac. Alors ça tourne un peu, voilà, on va attendre. Allez, c'est parfait. Donc voilà un petit peu la représentation. Donc comme on l'a dit, on considère tout ce qui a précédé ici comme étant notre, enfin tout ce qui est train, hein, et ce qui est de l'autre côté là sera notre texte tout simplement. Voilà. Donc cela est parfait. On peut sauter sur notre modélisation avec notre IGBoost à présent. Donc, on considère simplement les variables par rapport aux variables explicatives. On va considérer simplement le jour, enfin, jour de l'année, heure, jour de la semaine, quarter, month et year, tout simplement. Alors, nous définissons notre IGBoost. Alors, comme nous sommes dans le cadre d'une régression, ça sera l'IGBoost régressor. Voilà, ça sera pas le classifier. Avec quelques paramètres, le nombre d'arbres que nous allons utiliser par rapport à la prédiction que nous allons utiliser. Et nous lui demandons de s'arrêter après 50 rounds lorsqu'il commence par remarquer de l'overfit, tout simplement. D'autres paramètres comme le mass depth et puis le learning rate rentrent dans la danse pour essayer de peaufiner pour que l'overfit n'arrive pas très tôt. Voilà.
Donc, allons-y, regardons comment cela va se passer. C'est bon. Et appliquons ça maintenant à la donnée, avec comme données d'évaluation les données qui ont rapport avec hôtesse. Alors, maintenant que c'est bon, que nous avons fité sur la donnée, on peut essayer de regarder les variables qui ont contribué à nos prédictions. Voilà, donc avec feature importance. Yes. Allez, comme ça, je crois qu'il n'y a pas S ici. Si, ça, parfait. Parfait. Donc, on a l'importance des... Voilà. Bon, on a juste un nombre qui représente l'importance des variables. Sauf que ici, bon, c'est pas super visuel pour nous. Voilà. Donc, représentons tout cela via une représentation. Parfait. Parfait. Donc là, on essaie de représenter les features, enfin, l'importance de chacune de ces variables-là qui ont été utilisées, en considérant tout simplement leur importance et puis les variables utilisées. Qu'est-ce qu'on a? On remarque que en grande partie, la variable E nous permet de faire des prédictions, de faire une bonne prédiction. Nous avons la variable month, day of a week, day of year et autres. Alors, il faut aussi prendre en considération le fait que les importances qui sont données sont liées. En fait, on a l'importance d'une variable tout en sachant une autre variable qui existe. Donc, par exemple, si on retire, je suis presque sûr que si on retire la variable month de notre modèle, on peut avoir les informations par rapport à quarter qui vont prendre beaucoup plus de place en termes d'importance. Et cela serait peut-être possible aussi si on retire par exemple day of year et on garde simplement year. On peut avoir l'importance de ce côté. Donc, pour essayer de peaufiner beaucoup plus les importances, on peut utiliser Chap ou Chapache qui nous permet de mieux analyser toutes ces choses-là. Voilà, c'est parti. Tout ça est bon, on ne va pas aller sur ces particularités aujourd'hui. Donc maintenant, on va essayer de faire des prédictions par rapport à la donnée de test pour voir un petit peu à quoi cela ressemble. Donc, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prédictions par rapport au is-test tout simplement. Et on essaye de coller ça avec la variable, enfin, la base de départ. Pour mieux visualiser, voilà. Donc, on fait ça. Ok, parfait. Donc, on regarde que nos prédictions sont en orange. Et puis, la variable initiale, c'est en bleu. On peut remarquer au moins que la tendance a été prise en considération. Très bien. C'est vrai que les prédictions ne sont pas forcément les plus meilleures possibles. Voilà. Cela se remarque déjà sur la figure. Donc, mais il faut remarquer que là, nous n'avons pas réellement... on n'a pas tuné déjà notre modèle. On a travaillé de façon basique là-dessus. Donc, il y a d'autres techniques qu'on va peut-être utiliser pour renforcer ce travail-là et avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous avons regardé? On a regardé comment on peut faire de façon basique une modélisation de données temporelles, hein, c'est-à-dire une modélisation sur le time series, tout simplement, avec l'utilisation de l'IGBoost, bien sûr, qui peut évidemment nous permettre d'obtenir de bons résultats. Dans la modélisation que nous avons faite aujourd'hui, on n'a pas réellement exploré des méthodes, on n'a pas tuné notre modèle. Et il y a d'autres modèles, enfin d'autres méthodes un petit peu plus avancées pour façonner, pour mieux performer par rapport à l'utilisation de notre IGBoost. Restez pour la vidéo suivante où on va regarder ces quelques techniques beaucoup plus avancées qu'on peut utiliser pour améliorer notre travail. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker surtout pour donner beaucoup plus de force pour la suite. Merci beaucoup. Bye bye.